des fiches techniques pour déposer un dossier auprès du Fonds Chaleur local, la prime éco-chaleur. Euh, donc moi je me présente, je suis Lucas Benosino, je suis chargé de mission efficacité énergétique et énergie renouvelable au sein de l'ALEC. Je suis référent du contrat de chaleur renouvelable côté ALEC, en sachant que voilà, de manière générale, si je représente le contrat de chaleur renouvelable, donc, en gros, depuis 2020 sur notre territoire et un petit peu avant dans d'autres territoires en Auvergne-Rhône-Alpes, l'ADEME a souhaité déléguer une partie du fonds chaleur à des opérateurs sur les territoires, euh, voilà, pour leur donner une enveloppe d'animation et de financement de projets, d'études et de travaux. Donc, en gros, depuis 2020, c'est en place sur le territoire métropole de Lyon. On a donné un nom communicant. Donc, c'est-à-dire que c'est la métropole qui est porteuse du dispositif et c'est la métropole qui sera en lien, notamment dans les conventions de financement avec les porteurs de projets. Euh, voilà, l'ensemble des acteurs du territoire sont éligibles à ce dispositif. Le dispositif est en place depuis 2020. Et là, aujourd'hui, on a une visibilité jusqu'à avril 2027 et on est sur une phase de préfiguration sur un nouveau contrat de 4 ans supplémentaires. Euh, et donc, du coup, voilà, l'ALEC accompagne techniquement sur l'accompagnement de projets et l'instruction, les porteurs de projets dans le développement de la chaleur renouvelable en appui de la métropole de Lyon qui porte le dispositif. Et derrière, c'est bien du financement de l'ADEME dans le cadre du budget Fonds Chaleur. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est dans le cadre d'une série de 3 webinaires qu'on a créé pour présenter les fiches techniques. Je vais vous partager mon écran, hop, pour refaire un petit point sur déjà où est-ce qu'on les trouve. Hop. Donc, ouais, c'est bon, vous voyez mon écran. Ouais. Oui, Donc en gros, vous pouvez vous rendre sur le site de la Prime Éco Chaleur qui est hébergé sur le site de l'ALEC Lyon. Dans la rubrique service en haut, aide et accompagnement, vous avez à gauche la possibilité de prendre le service d'aide Prime Éco Chaleur. Donc voilà, bon, il y a des éléments de présentation qui récapitulent un peu l'ensemble des éléments sur la Prime Éco Chaleur. Vous voyez aussi les projets ici aidés. Et en fait, c'est sur la partie basse que un récapitulatif aussi des comment sont financées les installations. Sur la partie basse, on a tout un volet sur la demande de subvention. Donc il y a les volets plutôt pour la partie études, et puis pour la partie travaux, des volets administratifs. Et on arrive sur les fiches techniques, et notamment sur le solaire thermique. Elle a été revue en mars dernier par l'ADEME, et donc du coup on la présente en l'état. Alors il est probable qu'il y ait encore quelques bugs. Elle nous a été en partie présentée. Et effectivement, il y avait encore des petits messages, mais on pourra le voir au moment de regarder ces fiches. Donc, je vais présenter déjà l'exemple d'un projet euh, d'un EHPAD. Donc là, on sera sur du solaire thermique pour de l'eau chaude sanitaire assez classique. Euh, tac, hop. Donc là, ouais, c'est bon, vous voyez la fiche. oui, c'est bon. Ok, parfait. Donc voilà, alors globalement, les éléments qui sont à remplir, bah, ce sont la fiche projet solaire. Alors toutes les nouveautés d'ailleurs, toutes les fiches 2026 et leur mise à jour sont indiquées ici avec la date de création de cette dernière fiche. Donc nous, dès qu'on les reçoit, on les met sur le site de l'ALEC. Donc n'hésitez pas à prendre la dernière version. Donc les éléments à remplir vont être la fiche projet, donc cet onglet-ci qui va reprendre l'ensemble notamment des besoins du projet. Et après, donc elle peut se compléter aussi avec un export solo. Donc en gros, voilà, Solo 2018 va vous donner
des éléments comme celui-ci. Solo, on peut le retrouver sur le site de Texol notamment. Et après, en fait, il y a une possibilité en faisant un sélectionné de coller directement les valeurs. Et ces valeurs vont se reprendre après dans le fichier. Et après, donc, il y a des éléments où vous allez à la fin du renseignement de la fiche projet solaire, vous regardez les critères d'éligibilité. Il y aura un récap qui se fera, et puis le reste ne vous concerne pas directement, mais ça reprend des données voilà, des deux précédentes fiches qui sont à compléter. Les premiers volets vont concerner voilà, la présentation du projet, c'est à peu près classique et on le retrouve sur l'ensemble des fiches techniques précédentes, donc nom du projet, lieu. Vous avez la possibilité ici par contre de mettre le type de solaire thermique subventionné. Donc là, c'est du solaire thermique pour de l'eau chaude sanitaire. Euh, Dans le cadre des contrats de chaleur renouvelable, on peut aussi co-instruire avec l'ADEME des systèmes solaires combinés et des packs solaires. Alors, pack solaire, ça reste encore un peu à la marge et là, on va beaucoup s'appuyer. Je ne présenterai pas spécifiquement, la fiche n'existe pas encore, enfin, elle n'est pas encore complètement finalisée de la part de l'ADEME. Donc là, on pourra rentrer en contact sur ce type de projet. Et après, par contre, on a la fiche système solaire combiné qui, directement aussi dans cette fiche instruction, peut être instruite avec l'ensemble des données qui vont être associées à ce type de système. Là, je vais vous présenter d'abord le solaire thermique. Donc, quand vous mettez solaire thermique, vous allez avoir une demande sur est-ce qu'on injecte sur le réseau de chaleur. Bon, voilà, là, je suis sur une production dédiée assez simple. Donc, ici, vous avez la possibilité de mettre le code INSEE de la commune. Donc, il y a un petit lien. En mettant le code postal, vous pouvez avoir facilement le code INSEE, donc c'est aussi pour faciliter la chose. Parce que du coup, voilà, on ne demande pas le code postal, mais le code INSEE. Euh, et puis après, on a toutes les dates du projet pour vérifier l'incitativité. Vous voyez qu'automatiquement, c'est encore voilà, un élément qui se fait directement. Hop, vous allez avoir finalement un élément qui va vous dire si l'incitativité est OK. Par exemple, voilà, on déposerait avant, tac, avant la date, enfin après la date de commande, bah voilà, du coup ce serait trop tard. Par exemple, si je mets le 1er mai, hop, voilà, les travaux ont commencé, le projet n'est plus finançable, vous voyez directement ces éléments d'incitativité, donc forcément avoir une date de dépôt avant la date de commande. Après, il y a des éléments sur les travaux et les délais de travaux. Donc, ensuite, assez important, peut-être qu'on l'a pas forcément précisé sur les précédentes fiches, mais vous voyez que vous avez des éléments sur dans quel secteur se trouve l'opération. Et quand on parle de l'opération, c'est l'activité qui va être réalisée. En gros, ça va avoir un impact sur les, les, les encadrements d'aide, enfin du coup les plafonds d'aide max. Euh, donc, en gros, le secteur concurrentiel, c'est tout le service qui va pouvoir, service marchand qui va avoir une concurrence. Enfin, dès qu'une activité va avoir une concurrence privée, on va rentrer dans un champ concurrentiel, champ économique, et c'est pas forcément lié directement à la structure. Je prends l'exemple d'une commune, c'est des exemples assez classiques. Une commune, globalement, on pourrait se dire qu'elle est dans un champ non concurrentiel. Alors, c'est vrai pour des établissements comme les écoles qui sont des établissements, enfin, voilà, qui sont les écoles, la mairie, euh, la gendarmerie, qui sont du régalien et c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans du champ concurrentiel à ça, donc il n'y a pas de, on va dire, de concurrence privée qui apporte ce service-là. Donc là, du coup, en fait, on va se retrouver avec des aides max euh, jusqu'à 80% pour ces structures-là, qui ont ces activités-là. Mais par contre, euh, une piscine privée, elle va être... Enfin, non, par contre, pardon, une piscine publique
mais qui a du coup des entrées d'argent, euh, bah, du coup va rentrer dans un secteur concurrentiel. Et donc du coup après il faudra regarder effectivement la, la taille de la structure qui gère la piscine. Donc en gros, ça pourrait être dans ce cadre-là le service des sports, quel est le budget de ce service et quel est le nombre de personnes affectées à ce service pour pouvoir désigner si c'est, parce que du coup là on rentrait une opération concurrentielle, même si c'est un porteur de projet type commune, puisque du coup, on vient fournir un service marchand concurrentiel. Et donc, il faudrait regarder ces éléments-là pour classifier est-ce que c'est une petite, grande ou moyenne entreprise vis-à-vis, vous le voyez ici, des effectifs et des chiffres d'affaires. Donc, pour une structure comme une collectivité, ça va être le budget d'investissement de la collectivité. Donc voilà, ici, ça va avoir un petit impact effectivement sur les encadrements et les plafonnements éventuels de l'aide. Ensuite, vous avez voilà, la cible bénéficiaire. Ça, c'est plus pour des éléments de bilan auprès de l'ADEME. Et puis le type de structure. Les éléments sur l'adresse, moi ici, je ne l'ai pas renseigné, mais voilà. Et ici, vous allez avoir la possibilité de mettre l'ensemble des intervenants sur le projet. Et alors aujourd'hui, c'est pas automatisé. À la fin, en fait, nous, on va, enfin, et vous, en tant qu'appui auprès des structures, euh, bureau d'études, mais après aussi le porteur de projet aussi peut avoir son regard dessus. C'est vérifier si on respecte les critères de qualification pour l'aide aux travaux. Ces critères de qualification, ils sont reprécisés à droite ici. De manière générale, ouais, sur la phase travaux, ce qui va être nécessaire, c'est que un de ces trois acteurs, donc soit un AMO, soit une maîtrise d'œuvre, soit l'installateur, soit qualifié pour valider les critères de qualification. Donc voilà, et de manière générale, c'est le calisol collectif sur la partie travaux qui va faire foi sur la qualification. Il y a une autre qualification qui est une qualification Calibat qui est acceptée euh, et qui est insuffisante à elle seule et qui doit être complétée d'une formation Calisol collectif associée. Et après, pour des plus petits projets, on pourrait accepter effectivement des calisols saisis ou Sokol exploitant, mais donc plutôt pour des projets voilà, inférieurs à 25 mètres carrés, et encore, c'est en lien avec des accords de l'ADEME sur ces sujets-là. À savoir qu'aussi, il faut, pour être financé, avoir fait une étude de faisabilité en amont sur le solaire thermique. Donc vous voyez que bon, globalement, il faut avoir la qualification RGE dans la filière soit 2010, soit 2014 pour réaliser ces études de faisabilité en amont. Et là, pour des petits projets, il pourrait y avoir effectivement des petits projets inférieurs à 25 mètres carrés ou des projets plus simples. Euh, voilà, une internalisation de l'étude de faisabilité, soit par l'installateur, soit directement au sein du porteur de projet. Donc ici, vous voyez la possibilité de mettre les acteurs et de vérifier à la fin que on a bien les acteurs nécessaires pour financer le projet. Donc là, par exemple, j'ai fait une étude de faisabilité avec un bureau d'études. Et après, en maîtrise d'œuvre, je valide bien ce critère-là. J'ai un acteur qualifié euh, dans le solaire thermique qui m'accompagne. Voilà, donc ça pourrait être soit le bureau de maîtrise d'œuvre, soit bureau d'études maîtrise d'œuvre, soit l'installateur, soit éventuellement un AMO qui pourrait rendre éligible cette, les qualifications bien présentes et qui sont garantes du bon dimensionnement de l'installation. Donc, après, du bon dimensionnement et après de la bonne installation. Donc, vous avez des éléments après plus généralistes sur le porteur de projet, le projet et éventuellement voilà, des schémas de comprendre comment fonctionne
euh, les différents acteurs qui vont intervenir. Vous avez après ensuite les besoins du bâtiment. Donc là, moi, c'est un bâtiment existant. Donc aujourd'hui, vous pouvez mettre la zone climatique aux alentours enfin, sur la métropole, on va être en H1C. Voilà, la zone d'ensoleillement, cette valeur-là, elle risque d'être modifiée, d'être intégrée automatiquement en fonction de. Enfin, d'ailleurs, ces deux valeurs-là, en fonction du code postal, enfin du code INSEE qui va être renseigné pour que à terme il n'y ait plus de besoin de saisir manuellement. Bon, voilà, ça va assez vite à la limite. Et puis ensuite, on a un autre bâtiment. Moi, c'est un bâtiment existant. J'ai ces besoins euh, actuels en ECS, voilà, que je peux saisir. Si j'ai du process, je peux aussi les saisir ici. Et puis, euh, imaginons, j'ai des travaux par exemple d'installation hydroéconome, je vais un peu réduire mes besoins, même sur de l'existant, après travaux, après démarche d'économie d'énergie. Ou alors, bah voilà, sur une installation neuve, je remplirai directement ces données ici. Et d'ailleurs, vous allez voir, ça va se griser automatiquement. Toute la partie existant se grise et en fait, il faut aller directement ici. Bon, moi, je vais considérer que je suis sur l'existant. J'améliore un petit peu mes consommations de CS. Donc, je vois, au lieu d'avoir 65 mégawattheures de besoins ECS, j'en ai voilà, 61,7 par exemple. Euh, voilà, j'ai estimé mes pertes de bouclage. J'avais mon réseau, voilà, soit j'ai réussi à l'estimer sur site, euh, notamment en lien aussi avec les déperditions et la température de ce réseau de bouclage. Euh, En sachant qu'ici, il y a une valeur limite, puisque du coup, on ne peut pas valoriser enfin, plus de bouclage que. Enfin, en gros, si on aurait un réseau ultra déperditif et très long, euh, on va pas les intégrer dans les indicateurs d'éligibilité. Et en fait, ils vont être plafonnés. Donc, le bouclage pour un bâtiment existant va être plafonné à, à une fois le besoin. Donc, on ne pourra pas avoir plus de une fois le besoin en perte. Et pour du neuf, euh, à 0,5 fois le besoin ECS. Voilà, sur le neuf, on va pouvoir, enfin, on peut considérer qu'on avait bien isolé, etc. Donc, on peut mettre comment on a estimé l'ECS. C'est important là pour des bâtiments existants d'avoir la valeur, de faire une campagne de mesure. Si on a du comptage dans le dispositif prime écochère, le fonds chaleur en général, on peut financer la mise en place de compteurs. Donc du coup, on a, ouais, enfin, c'est un des critères d'éligibilité d'avoir de la mesure réelle de la production d'eau chaude. On est dans un bâtiment existant. C'est indispensable d'avoir un bon dimensionnement et on a les données, donc on va le faire, on va les relever ou mettre en place un comptage. Donc après, ici, vous avez la somme des usages, besoins qui sont récapitulés ici. Donc, besoin ECS plus perte de bouclage. Après, il y a tout un volet sur la démarche ENR choix. Voilà, bon, donc l'objectif est bien de montrer que il y a des actions de réduction qui ont été réalisées, donc, notamment si, enfin, on pourrait vraiment se questionner si, par exemple, la production SES en kilowattheure par mètre cube d'eau possède un ratio, voilà, notamment par exemple dans les critères d'éligibilité supérieur à 130. On peut s'interroger effectivement sur des éléments à apporter, peut-être de calorifugage des réseaux, etc. Voilà. Donc là, l'objectif, c'est de montrer qu'il y a des choses qui ont été faites dans une optique de réduction des consommations d'énergie, si c'est possible.
Euh, et si on dépasse les 130 kWh par mètre cube d'eau, bah là, on est même obligé de faire des actions. On ne pourra pas financer ce type de projet. Et après, du coup, sur le volet mutualisation, bah, c'est montré que euh, on a, on a la présence d'un réseau existant en pied d'immeuble ou pas, ou alors qu'on est dans une zone avec plusieurs bâtiments autour et qu'on a des possibilités de raccordement. Sachant que voilà, pour le solaire thermique, on pourrait très bien se raccorder au réseau et réduire la part de production de CS avec du solaire thermique sur le CS. Ça se fait très bien, excepté donc sur la métropole de Lyon, on a plusieurs réseaux qui sont alimentés par de la récupération euh, sur l'incinération des déchets, ou certains réseaux aussi qui ont de la récupération de chaleur fatale industrielle, donc qui réinjectent sur le réseau. Ce qui veut dire qu'en fait, en, hop, tac. en, en été, on est en surproduction d'eau chaude de la part, enfin, du fait de l'incinération des déchets et de la récupération de chaleur fatale. Donc, sur le territoire métropole, il y a enfin, sur les réseaux centre métropole, plateau nord notamment, et puis côté Saint-Priest et Vénissieux aussi, puisque du coup ils sont interconnectés. Ces réseaux, en fait, on ne va pas financer un combo solaire thermique sur, sur un bâtiment qui est potentiellement raccordable, puisque du coup, voilà, on est largement excédentaire en, en eau, en eau chaude sur ces réseaux-là. Et donc, du coup, bah, voilà, on va uniquement les raccorder au réseau et on ne va pas en plus réduire leur consommation. Voilà. Donc, du coup, sur ces réseaux-là spécifiquement, il y aura cette logique qui fera que on va pas financer des opérations de solaire thermique pour des bâtiments raccordables avec de la récupération, enfin sur des réseaux qui sont alimentés par de la récupération de chaleur fatale. Voilà, et puis après, du coup, il y a des éléments sur est-ce qu'il y a de la récupération de chaleur fatale possible? Bon, sur des opérations existantes, c'est quand même assez compliqué, de la récupération sur les eaux grises, par exemple, de mettre en place. Et donc après, on peut ici, à ce moment-là, mettre un avis, c'est plus pour nous globalement, mais vous pouvez le mettre à la fin de du renseignement de la fiche. Nous, on le vérifiera de toute manière que on respecte bien la démarche ENR choix. Voilà, après, du coup, il y a un élément sur la production actuelle, voilà, qui était 100% gaz à 65 MWh dans mon cas. Et puis, du coup, c'est là qu'on va mettre les données liées à l'installation solaire avec le mètre carré solaire. Donc ça, bon, toutes ces données-là, normalement, s'il y a une étude de faisabilité qui a été réalisée, vont se retrouver assez facilement dans l'étude de faisabilité. Voilà, vous avez le volume de ballons, en sachant que là, pareil, il y a un élément qui va vous dire aussi une petite alerte sur le dimensionnement du ballon s'il est insuffisamment dimensionné. Par exemple, je sais pas si je prends 2500. Ouais, bon, voilà. Donc, notamment pour alerter sur des sous-dimensionnements de ballons au vu de la production, enfin du besoin journalier, voilà, de la surface euh, de capteurs. Hop. Et d'ailleurs, l'ADEME, depuis cette année, alors c'est pas ultra évident comme ça, mais on est bien en surface de capteurs hors tout. Donc c'est vraiment la surface extérieure qui doit être prise en compte. Ici, c'est un impact après sur le calcul de la productivité qui va prendre cette surface en mètres carrés hors tout. Donc vraiment la limite extérieure du cadre, par exemple sur un capteur plan vitré.
Ces données-là, en fait, quand vous allez produire votre étude sur Solo 2018, bah, vont être reprises des fichiers Solo euh, ECS. Donc voilà, typiquement un exemple d'un solo qui a été fait pour une installation de 16 mètres carrés. Euh, donc bon, elle est vraiment, elle est pas terrible hein, si on regarde les résultats. La productivité, enfin, c'est juste un exemple. Et c'est vraiment pas bon. Mais voilà, par exemple, moi, dans mon cas d'étude, j'ai un taux de couverture solaire de 50% avec un taux d'économie, donc si on prend les pertes de distribution de 34%, une limite à 90% de taux de couverture solaire euh, des besoins de CS en été. Et bon, comme on valorise sur le bouclage, on n'a que 62% des besoins même en été, donc on serait même, on est assez large et voilà, on n'aura pas trop de risque de surchauffe. Mais si on colle ici les données solo issues de votre dimensionnement et du coup directement des besoins, hein, euh, toutes ces données-là, ici, ici et ici, vont se enfin, vont ressortir. Euh, et donc, du coup, voilà, ça permet d'avoir directement la donnée concrètement. Vous pouvez voir ici que il vous fait un petit alerte sur la cohérence avec la partie besoin. Alors, dans mon cas, elle n'est pas vraiment existante, cette alerte. C'est juste que c'est les virgules près qui font que entre le collage de ma donnée brute avec des virgules et la donnée qui est saisie un peu plus haut dans les besoins. Donc là, on voit que c'est 80, je mets 81 mégawattheures dans la partie besoin. Peu- Ouais, j'ai effectivement une petite variation. Euh, donc voilà, après, ça peut montrer qu'il peut y avoir enfin, pour que voilà, soit il y a une erreur dans les données, donc là, j'ai bien 89,5. Hop, donc normalement, tac, tac. Oui, c'est mon besoin mensuel. Hop. Donc là, il va bien regarder que ma somme ici. Donc là, on pourrait revoir par exemple mon besoin de 61,7. Il est bien de 61,7. Et mes pertes de bouclage de 27,9. Donc là, effectivement, normalement, on devrait avoir 89. Euh, ah bon, ça peut être regardé à partir de la donnée ici. Mais ça peut montrer effectivement qu'il peut y avoir une petite erreur. Je pense que c'est lié au calcul automatique qui doit être défaillant. Donc ça, je le ferai remonter à l'ADEME parce qu'on devrait avoir bien la somme euh, de mes besoins ici. Plutôt être autour de 89. Ouais. Euh, donc j'en profiter pour le faire remonter à l'ADEME. Donc en tout cas, bon voilà, après ça peut être forcé manuellement. Et donc du coup, la partie cohérence ici se supprimera. Et puis du coup, on a ici la production euh, annuelle, donc pareil, qui s'est calculée directement. Ici, c'est les 30,6 de mon calcul solo. Voilà. Ici, donc j'ai une valeur. Je peux choisir après. Donc, on a l'obligation d'être dans les schémas hydrauliques fond chaleur classique. Donc, il y a la schéma. Enfin, voilà. Si je vous conseille de bien aller chercher dans les schématech euh, vos conceptions de schémas. Donc, c'est la schématech Sokol.
Ici, on est avec une valorisation du bouclage au solaire, donc c'est le schéma type boucle 1 qui sera intégré. Et puis, vous avez ensuite le type de système, est-ce que c'est de l'auto-vidangeable ou du pressurisé? Donc, moi, c'était du pressurisé ici. Euh, j'ai fait mon calcul avec Solo, vous avez la possibilité d'utiliser d'autres outils. Et du coup, il vous calcule la production, donc voilà, qui est en cohérence avec aussi ma fiche Solo ici, productivité solaire utile, qui est bien de 596 kWh. Donc voilà, il faut être supérieur à 400 kWh sur notre territoire. Donc on respecte bien ce critère-là. Donc il met aussi ce petit commentaire ici. Et puis du coup, le taux de couverture max, il va le chercher automatiquement. Donc je l'avais dit tout à l'heure, là, de 80%, 90% à peu près. Et donc après, voilà, on a bien le compteur qui sera prévu. Euh, enfin, le comptage qui sera bien prévu. Vous pouvez regarder aussi dans la schémathèque Sokol les compteurs nécessaires, mais c'est notamment la production solaire utile, donc qui va permettre de recalculer enfin, de compter exactement cette valeur-là, 30,6, pour qu'on vérifie sur un bilan d'exploitation N plus 1, enfin une année pleine d'exploitation, on obtienne bien ces valeurs-là. Et bon, si elles ne sont pas atteintes, il faudra les expliquer et arriver à avoir ce suivi sur les installations. Euh, et après, en fait, on arrive. Donc là, vous avez la possibilité, en fait, ce que j'ai ouvert, c'est spécifiquement la partie solaire thermique pour la production d'eau chaude sanitaire. Voilà, mais ça peut être aussi pour production de process. Donc ce serait le système. Et puis après, il y a des possibilités de déployer pour de la PAC solaire ou des systèmes solaires combinés, sachant que la PAC solaire ne fonctionne pas très bien aujourd'hui, ce que j'ai dit en tout début. Et le système solaire combiné, je vous montrerai un exemple juste après. Euh, et donc, pour la fin, bah, on se retrouve avec une production. Donc, on avait mis les données initiales du bâtiment, on était 100% gaz. On se retrouve avec une production future qui est indiquée ici avec un taux de couverture des besoins totaux de 34%, donc qui comprend, là, la somme de ces deux, en fait, c'est la production, euh, enfin, c'est le besoin ECS plus les pertes. Et donc, du coup, j'aurai 34% assuré par le solaire. Euh, et là aussi, euh, enfin, vous pouvez vérifier la cohérence, mais ça doit être pareil, encore des histoires de virgule, puisque là, du coup, j'ai bien mes 89,5 que j'avais initialement dans ma partie besoin. Euh, voilà, donc vous avez la production solaire utile qui va être la base du calcul de l'aide en euros. Donc c'est 56 fois 56 euros du mégawattheure annuel fois 20 ans fois ce 30,6. Puis après, il peut y avoir éventuellement un écrêtement qui peut se faire euh, sur ma structure. Euh, voilà, et puis voilà, ça donne le tonne évité, ce qui sera repris dans la partie récap. En bas, vous avez la possibilité ici de mettre euh, les données financières du projet. Hop. Et donc, du coup, en gros, les données financières, enfin, après, on peut faire le calcul direct. Donc, voilà. Alors, par exemple, là, j'avais fait un exemple concret où je m'étais mis en grande entreprise. Donc, ce qui n'est pas vraiment le cas pour mon EHPAD, je serais plutôt dans une petite structure. Mais c'est pour vous montrer que si vous vous mettez en grande entreprise, eh bien, vous vous retrouvez à écrêter l'aide, puisque du coup, globalement, ouais, je pourrais avoir jusqu'à 34 232 euros. Et dans mon cas, en fait, pour une grande entreprise, je ne peux pas avoir plus de 45% d'aide publique sur mon assiette éligible. Alors du coup, ce qui serait bien, c'est que sur cette assiette éligible, elle soit mieux détaillée. Bien sûr, on ne prend pas en compte les données maîtrise d'œuvre
et générateur d'appoint, vous voyez que c'est écrit non éligible dans l'assiette, mais les 70 000 ici, c'est bien l'ensemble hors maîtrise d'œuvre, hors générateur d'appoint. Et donc, du coup, voilà, 45%, c'est le max. Donc, on serait limité ici à 31 100 euros. Par contre, en effet, si je me place sur une petite entreprise, voilà, un petit EHPAD indépendant, euh, je serais dans les valeurs. Pardon. Tac. Voilà. Là, je me retrouve bien à mes 34 000. Et donc, pour mon installation, j'ai le calcul global qui se fait. J'ai 50% d'aide sur mon installation. Mon récap me donne bien toutes mes données sur mon bâtiment. Je suis l'association à Villeurbanne. J'ai 51 mètres carrés, 30 mégawattheures de solaire. Et donc, du coup, mon aide à 34 232 et mon taux de subvention par rapport à mon investissement. Voilà, donc après, une fois que j'ai rempli ça, finalement, j'ai toutes les données, vous pouvez le vérifier. Voilà, il y a des éléments à remplir manuellement après sur les critères d'éligibilité. Je respecte les lois, j'ai bien respecté. Alors, il y a des données qui vont chercher la partie fiche solaire automatiquement. Par exemple, la démarche ENR choix, je la vérifie, ça vient, j'ai pas besoin de le mettre moi-même. Et il y a des données par contre où il y a des listes déroulantes où je dois le vérifier moi-même parce que c'est des données qu'on ne demande pas spécifiquement dans la fiche avant. Donc voilà. Là, par exemple, ça va chercher. Là, j'utilise bien du Solar qui marque. Donc, tout ça, c'est rempli automatiquement. Euh, alors là aussi, j'avais remarqué une erreur de la part de l'ADEME. En gros, voilà, si on a bien une étude de faisabilité préalable hop, dans les données d'entrée initiale, hop, si j'ai un BE faisabilité qualifié, normalement, il devait mettre je crois, de base le fichier ne mettez pas oui. Mais du coup, voilà, j'ai fait remonter la remarque à l'ADEME qui est en cours de correction sur cette partie-là. Voilà, dès qu'il y a écrit qu'il y a un PE faisabilité, c'est que l'étude de faisabilité a été faite. Voilà, et puis après, sur les aspects dimensionnement, pareil, tout ça est automatique en fonction des données qui sont mises. Et puis là, par contre, il y a juste celui-là qui doit être saisi. Je crois qu'il va être automatisé par l'ADEME parce qu'à un moment, on le met dans la fiche solaire. Voilà, sur les engagements, bah, c'est pareil, c'est à mettre oui. Donc en gros, il y a bien à saisir la fiche projet. Fiche solo, c'est bah, saisir ou copier-coller les données issues du calcul solo et euh, faire un tour sur cette partie récapitulative des critères d'éligibilité pour vérifier qu'on a bien l'ensemble des éléments comme on devrait avoir. Et du coup, qu'on les a bien respectés, qu'ils sont bien prévus dans la phase travaux pour être éligible à l'aide aux travaux. Voilà, alors peut-être est-ce que ça amène des questions sur cette fiche solaire thermique? Non, c'était plutôt clair Je sur pense. tous les champs à remplir. Après, c'est Ouais, vrai que nous, on n'y a pas encore été confronté ouais, et c'est pas forcément ce qui sera majoritaire ouais, enfin, sur notre domaine d'activité, parce qu'on fait essentiellement du coup de la la copropriété copro. d'habitation. Et c'est vrai qu'en copro, bah, à chaque fois en avant-projet, on va l'étudier, mais c'est rarement ce qui retient quand même, on va dire, l'adhésion des copros. Euh, Ouais, Sachant que bah, sur les programmes avec MPR, c'est un peu enfin, le NR de manière générale, c'est un peu le parent pauvre et ce qui arrive en dernier. Ils vont regarder bah, pour les façades, la production ouais, de chauffage, d'eau chaude sanitaire. Et puis ensuite, bah, ça coûte déjà assez cher pour chaque logement. Donc, hmm, c'est vrai qu'on propose des solutions comme ça. En général, on a moins d'adhésion, quoi. ouais, Et pour faire ce qui peut être logique et s'entendre, se concentrer déjà sur l'essentiel dans un premier temps, enfin, ce que eux considèrent comme l'essentiel. ouais. Donc, Après, oui. on y travaille, on le met en valeur, on l'étudie. Mais voilà, c'est vrai que c'est un peu.
dans la tête des copros, on va dire, secondaires. Et après, nous, on a un petit peu de tertiaire et haut de domaine, mais c'est pas ce qui représente la majorité Oui. de l'activité chez nous. Et c'est vrai que du coup, cette fiche, enfin, et du coup, le solaire thermique, globalement, il va être très pertinent, effectivement, pour du tertiaire, globalement, type santé ou établissements médico-sociaux avec de Mm. l'hébergement, on va dire, presque de type logement. Enfin, voilà, des personnes âgées qui vont occuper toute l'année avec des taux d'occupation assez importants. On a des piscines, effectivement, aussi, où ça va être très pertinent. Voilà, des piscines, des spas, des établissements hôteliers aussi, en fonction, Mm. notamment s'ils font pas que de l'hôtel d'affaires, mais plutôt de l'hôtel, on va dire, à l'occupation annuelle et notamment touristique, avec une forte occupation l'été. Euh, Mm. mais oui, après, bah, voilà, c'est vrai que on Mm. vient économiser quand même. Là, on voit 30% Ouais, il y concrètement. a cet aspect-là aussi en copro, au-delà de l'adhésion des copros, c'est le fait que la copro, c'est un peu, en termes d'usage, là où c'est presque le moins pertinent de mettre du solaire thermique vis-à-vis de l'occupation et du moment où on a les plus gros besoins en eau chaude sanitaire, quoi. Ça Oui, peut toujours, alors, hein, mais c'est pas là où on a ouais. les meilleurs ratios, quoi, on va dire. Bah, c'est sûr que du coup, pour éviter les surdimensionnements, mais bon, enfin, on va peut-être un peu réduire la taille parce que effectivement, il y a moins d'occupation l'été, et pour autant, c'est là où on a le meilleur potentiel solaire. Mm. Euh, donc, oui, c'est sûr que en, en ça, alors après, il existe des solutions type, par exemple, de l'auto-vidangeable où on peut arriver à ne pas avoir de problématiques puisqu'on va ne plus La capter, surchauffe, ouais. ne plus capter d'énergie quand on n'en a plus besoin. Euh, mais bon, oui, en effet, on risque quand même. En tout cas, la précaution veut qu'on ne surdimensionne pas du tout et que C'est sûr, on effectivement est on plutôt était. sur des dimensionnements très sécuritaires en copro, quoi. Ouais, oui, tout à fait. Mais après, bon, je pense qu'on n'a jamais moins de. Enfin, je sais pas les taux d'occupation en été, mais enfin, on reste quand même, j'imagine, à quelque chose comme de l'ordre de peut-être 30-40% peut-être de personnes en moins, mais en tout cas, Mm. tout le monde ne part pas au même moment non plus, il y a un foisonnement, Oui. donc ouais, mais bon. Et après, vous travaillez aussi sur des bâtiments existants, donc je pense que voilà, vous avez la donnée normalement, euh, Ouais. ou on peut si vous ne l'avez pas, on peut installer des compteurs pour de l'aide à la décision, quoi. Voilà. Ouais. Mm. Après, du coup, donc il y a aussi une possibilité de financer des installations de systèmes solaires combinés. Bon, la fiche est quasiment la même. Enfin, c'est la même en fait, sauf que du coup, il y a un onglet, un volet différent à déployer. Hop, et après, j'en arrêterai là parce que de toute façon, c'est assez identique. Donc, les conditions sont un peu différentes. Notamment, par exemple, si vous êtes sur des installations supérieures à 50 mètres carrés, il y a une obligation d'avoir un AMO et un installateur. Euh, donc l'AMO qualifié dans la filière solaire thermique et l'installateur qualifié Calisol Combi et en plus Calisol Collectif. Euh, donc ouais, enfin, enfin, là on est sur des installations encore qui sont déployées mais encore pas à grande échelle. Euh, Donc c'est un peu plus cadré au niveau des intervenants et des possibilités de qualification. Euh, et puis après, il y a une obligation bah, d'avoir une étude de faisabilité, pareil, voilà, avec la qualification 2010 ou 2014 dans la filière. Donc après, bon, c'est les mêmes données qui sont renseignées ici. Vous avez juste besoin de changer ici le type en SSC. Et là, du coup, ça va déployer d'autres éléments. Donc, là, je suis sur un bâtiment plutôt neuf maintenant.
sur ce bâtiment. Donc ici, ça me dévoile la partie chauffage euh, avec la possibilité de rajouter. Donc, je suis pas sur le même bâtiment, hein, je suis là sur un bâtiment d'une résidence foyer handicapé avec de l'internat et de l'hébergement. Donc, du coup, j'ai mes besoins ECS et que je vais assurer aussi une partie des besoins de chauffage sur cet établissement. Et donc, comme j'assure des besoins de chauffage, j'ai aussi à vérifier que, notamment au niveau de la production de chauffage, je suis, ouais, enfin, on va dire que je suis pas une passoire thermique et donc j'ai un seuil maximal qui doit être respecté sur la valorisation de mon chauffage et le dimensionnement associé de mon solaire thermique avec ce chauffage. Donc là, bon, par exemple, je suis sur un bâtiment neuf où j'avais 101 mégawattheures. En fonction de mon implantation géographique et mon altitude, il me dit que je ne dois pas consommer plus de 114 mégawattheures. Ça, c'est lié à des seuils qui ont été définis par l'ADEME pour des bâtiments, on va dire un seuil minimum qui correspond à la moyenne des bâtiments du parc tertiaire actuel, puisque là, du coup, on est sur du tertiaire. Euh, En fait, c'est la médiane, on va dire, globalement, entre des bâtiments consommateurs et non consommateurs. Bon, l'objectif, c'est voilà, de ne pas être, de ne pas mettre du solaire thermique sur des passoires de manière générale. Et là, comme on parle du chauffage avec le système solaire combiné qui va faire chauffage et eau chaude sanitaire, bah voilà, on agit là-dessus. Donc, j'ai mis des exemples avec, pareil, la partie NR choix qui est décrite. Euh, voilà, donc là, il y a le réseau de chaleur, mais on est sur un petit bâtiment, une puissance inférieure à 40 kg, donc on ne sera pas soumis à l'obligation de raccordement. Euh, et on va pas faire SSC plus RCU parce que enfin, financièrement, ce serait très compliqué de faire le couplage entre les deux, même si on pourrait faire ça, parce que l'appoint pourrait être assuré par le RCU. Mais on va pas faire ça, on va utiliser la chaudière actuellement en place pour le complément d'appoint. Mais voilà, c'est la même chose. Vous avez aussi la production actuelle qui est la somme des besoins qu'on a mis précédemment. Donc là, qui intègre le chauffage, qui n'est plus que de l'eau chaude sanitaire. Hop, et du coup, sur la gauche, donc là, il y a tout le volet ECS qui avait été déployé. Je peux le rabaisser. Hop. Et donc, là, il y a un pack solaire qui est caché. Et du coup, on peut dévoiler tout le volet système solaire combiné. Et je peux mettre toutes mes données liées à mon dimensionnement. Voilà. Sur les systèmes solaires combinés, on est sur des inclinaisons plus importantes pour capter un peu moins sur la période d'été. Ouais, parce que du coup, on Mm. n'a pas notre chauffage et optimiser, on va dire, au maximum les apports sur la période d'hiver, euh, là où le soleil euh, est plus bas, plus rasant. Donc, du coup, on va capter plus avec, en inclinant plus. Voilà, et puis après, du coup, là, les données ne vont plus chercher dans les fiches solo, parce que les fiches solo ici ce ne sont que pour l'eau chaude sanitaire. Donc là, bah, du coup, c'est directement issu de mon étude de faisabilité, enfin de votre étude de faisabilité. Les besoins de chauffage, les besoins de CS, hop, avec à chaque fois la vérification de cohérence, donc qui permettent d'aller vérifier quand même est-ce que c'est une histoire de virgule ou est-ce que il va pas chercher les bonnes valeurs. Euh, donc ça doit alerter, mais c'est pas forcément un problème de votre côté. C'est peut-être juste voilà, des histoires de virgule qui font qu'on n'est pas identique à ce qu'on avait mis précédemment. Et donc là, après, bah, typiquement, on peut utiliser l'outil Solo pour dimensionner la production ESU de mon bâtiment. Et j'ai mes besoins qui ont été déterminés souvent par STD, euh, de chauffage notamment, et ECS par la consommation de mon bâtiment ou alors par les ratios so-call si je suis dans un bâtiment neuf. Voilà, et donc du coup, ici, par exemple, j'ai 30 mégawattheures de production
solaire utile. Ça me fait 400 kWh par mètre carré de productivité. Voilà, donc j'ai toujours mes données sur mon ballon avec potentiellement des commentaires et des alertes qui pourraient être apportés dessus. Et ici, un élément sur comment je gère mes excédents d'énergie, puisque effectivement, euh, je vais très probablement en avoir, hein, souvent dans le cas des SSC. Et donc, comment je le gère? Bon, voilà, là, du coup, il y avait une justification, notamment en refaisant circuler de l'eau à une température assez importante dans les capteurs, qui fait chuter le rendement du capteur, du coup, puisque du coup, voilà, avec de l'eau déjà importante, on va avoir beaucoup moins d'apport d'énergie solaire. Et donc, du coup, voilà, enfin, c'est ce qui est notamment indiqué. Le capteur passe de 730 watts par mètre carré à 110 watts par mètre carré. Et en plus, il y a des possibilités d'excédents, de rejet des excédents, d'évacuation des excédents la nuit. Si le ballon est trop chaud, on peut décharger la nuit sur les excédents. Et donc, du coup, après, c'est la même chose. Vous avez la possibilité de mettre la part solaire par rapport à la part totale. Donc là aussi, ça peut alerter sur la cohérence des besoins qui sont indiqués. Et puis, du coup, on a pareil la donnée financière. Et du coup, le calcul. Donc voilà, l'aide de la production, là, elle est calculée à 30 227. Avec mes données liées à ma structure, je peux aller jusqu'à 58 500 euros à partir de l'assiette éligible des 130 000 ici. Donc je ne dépasse pas le plafond. Et donc du coup, j'ai l'aide complète maximum. Et normalement, toutes ces données vont être récapitulées dans l'onglet récap. Et c'est pareil, vous avez la possibilité de vérifier les données ici. Donc pour les systèmes solaires combinés, vous voyez que en cliquant sur les systèmes solaires combinés, ça a ouvert un autre élément ici, euh, qui est spécifique au système solaire combiné avec des données déjà renseignées ou à compléter manuellement avec des listes déroulantes parce qu'elles n'ont pas été complétées précédemment dans la fiche, donc voilà, elles sont à compléter ici. Voilà, mettre bien en place une mise en service dynamique. Voilà, si je suis supérieur à 50 mètres carrés, j'ai bien un AMO. Voilà, je peux mettre hop, par exemple, j'ai mis Texol en AMO. Bref. Voilà. Et donc, du coup, bah, c'est ces éléments qui sont attendus. Derrière ça, nous, bah, ce qu'on vérifie à travers ça, c'est les critères d'éligibilité et financement de l'ADEME. Je l'avais dit, des efficacités de production de solaire thermique. Voilà, si on est sur des ratios de kilowattheure de production par rapport au mètre cube chauffé élevé, supérieur à 130 kWh par mètre cube, ouais, il y a des choses certainement à faire avant sur la partie production. Et donc là, on pourra re-questionner le sujet. Sur la productivité, on doit être supérieur à 400 dans les deux cas, que ce soit du système solaire combiné ou de l'eau chaude sanitaire. Euh, il y a des qualifications qui sont à vérifier et que vous pouvez voir ici. Et puis, euh, et puis voilà, à la fin, vous avez une production d'énergie solaire utile qui est donnée et qui sert au calcul de l'aide et qui se calcule automatiquement. Donc, vous n'avez pas grand-chose à faire sur ces volets-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Non, pas spécialement. Ouais, Pas spécialement, non, ouais. c'était plutôt clair là sur les différents champs à remplir de la liste. En tout Et cas, voilà, le webinaire est filmé, donc il sera repartagé dans les prochains jours sur notre plateforme et site de l'ALEC. Donc, ok, peut-être ça Monsieur marche. Monvigné, non, vous aviez une question? Non. Eh ben, s'il n'y a plus de questions,
Bah voilà, merci pour la participation à ce webinaire. Donc, on se retrouve normalement jeudi sur le même créneau, 11h30, midi 15. On a un peu dépassé là. Voilà, on essaie d'être plus vigilant sur ces éléments, sur le remplissage de la fiche technique solaire, pardon, bois énergie cette fois. Donc, ben voilà, je vous remercie pour la participation aujourd'hui. Les éléments seront mis en ligne et repartagés suite à ce webinaire. Et puis du coup, je vous souhaite un bon appétit. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.